Là, je ne vais pas prêcher aux convaincus, puisque je crois que vous êtes tous convaincus, et on a vu tous ces chiffres épouvantables sur la mortalité liée aux avortements clandestins dans le monde. Euh, et on a dit à quel point c'est une question de droit humain négligé, parce que les femmes sont dans une situation de discrimination. Et on a très bien, ça a déjà très bien été dit, mais je me permets quand même, j'ai failli retirer cette diapositive, quand même rappeler qu'en termes de mortalité maternelle, je suis gynécologue obstétricien, les avortements représentent la première cause de mortalité, la première cause de morbidité maternelle dans le monde. Donc ce n'est pas seulement la mortalité liée à l'avortement parmi les avortements, mais parmi les grossesses. Donc aujourd'hui, véritablement, c'est une question aussi de santé maternelle extrêmement importante. Et on le sait, au niveau international, on a parlé de toutes les réunions mondiales, de la politique de l'Organisation mondiale de la santé, et un leitmotiv, c'est de réduire le nombre d'avortements à risque. On se dit, alors là-dedans, il y a réduire le nombre d'avortements, virgule, à risque, ou est-ce que c'est réduire le nombre d'avortements à risque? Et c'est là toute la question. On a vu, Henri Jean nous a montré tout à l'heure l'exemple quasi expérimental de la mortalité en fonction de la loi sur l'avortement en Roumanie. Et là aussi, il faut quand même le situer, cette courbe, elle montre quoi? Elle montre la mortalité maternelle, c'est-à-dire par rapport aux femmes qui sont enceintes, combien décèdent. Eh bien, quand l'avortement a été rendu illégal en Roumanie, le nombre de décès maternels a augmenté, et quand il a été relégalisé, le nombre de mortalité maternelle a fortement chuté. C'est pas seulement quelque chose qu'on peut voir en Europe, ça s'observe dans tous les pays du monde, et c'est le cas en Afrique du Sud, où en 1996, la dépénalisation de l'avortement a permis une chute très significative, comme vous voyez sur cette diapositive, de la mortalité maternelle en Afrique du Sud, qui est pourtant un pays qui a une mortalité maternelle beaucoup plus élevée que la nôtre. Alors, quel est l'impact des lois sur l'avortement? Parce qu'on veut dire qu'on réduit l'avortement ou réduire l'avortement dangereux. On l'a déjà dit, mais là aussi, il faut quand même se garder en tête cette carte du monde des pays où l'IVG est interdite et où l'IVG est autorisée, à quelques rares exceptions qui ont été développées tout à l'heure. Les pays du Nord et de l'Est sont ceux où ce droit est autorisé, et les pays où l'IVG est illégal ont le même taux d'IVG, voire supérieur à ceux où l'avortement est légal, avec un taux de mortalité qui est beaucoup plus élevé. Donc ça ne réduit pas le fait d'interdire l'avortement. On l'a dit, mais c'est très important, ne réduit pas le taux d'avortement, réduit le fait d'interdire l'avortement, augmente la mortalité sans réduire le nombre d'avortements. Alors, on a aussi mentionné la place des médicaments, de l'IVG médicamenteuse, pour changer un petit peu la donne sur les complications de l'avortement. Il faut savoir qu'effectivement, l'IVG médicamenteuse, à des termes jeunes de la grossesse, est beaucoup plus disponible à travers le monde que l'IVG chirurgicale et est à l'origine de moins de complications. Même si on parle du misoprostol sans la mifepristone et donc d'une efficacité un petit peu moindre, l'utilisation légale ou même détournée de l'IVG médicamenteuse permet quand même d'un tout petit peu de moduler la différence entre les pays concernant les complications de l'IVG. Ce n'est pas encore quelque chose qui se traduit dans les chiffres effrayants qu'on a vus tout à l'heure. Alors, l'incidence de l'avortement diminue dans la plupart des pays développés. Alors, il faut bien dire que la diminution du taux d'avortement dans les pays du Nord a été beaucoup liée à ce qui s'est passé dans les pays de l'Est il y a quelques années, mais de façon générale, quand même, dans les pays industrialisés, il y a une diminution qu'on ne voit pas dans les pays du Sud. Et c'est pour ça donc que la question est posée, c'était cette introduction, je suis allé un peu rapidement, pour dire à quel point la question de l'accès à la contraception est posée comme une alternative à l'avortement. Clairement, ça je pense que tout le monde dans la salle le sait, l'accès à la contraception moderne, ça réduit mais ça ne supprime pas la nécessité de l'avortement. Ça réduit
ça réduit, l'accès à la contraception ne réduit pas, ne supprime pas l'avortement. L'accès à la contraception peut avoir deux objectifs pour une femme. Donc, ce qui est d'une part d'éviter une grossesse non désirée qui se termine en avortement, mais aussi une grossesse non désirée qui va se poursuivre et obérer la santé reproductive de la femme, puisqu'on sait qu'une grossesse qui est poursuivie alors qu'elle était non désirée, elle est à beaucoup plus grand risque obstétrical pour la femme et puis aussi pour l'enfant ultérieurement. Ce qu'on sait, c'est qu'en moyenne, parce que c'est très différent selon les pays mondiaux, parmi les femmes qui ont un besoin non satisfait de contraception, 10% n'ont pas accès aux contraceptifs et 90% ont accès aux contraceptifs, mais ne les utilisent pas ou ne les utilisent pas de façon systématique. Et ça, c'est la phrase vraiment la plus importante. Alors, il y a plusieurs points là-dedans. Tout est important. La moyenne, parce que c'est très différent selon les pays. Le besoin non satisfait. Et c'est ça toute la question. Quel est le besoin de contraception et comment est-ce qu'on définit un besoin non satisfait? Et puis l'accès. C'est quoi avoir accès? Est-ce que c'est simplement qu'on dit il suffit d'aller dans un centre de santé, mais encore faut-il que le centre soit organisé et puisse réellement donner cet accès dans des conditions correctes. Alors il est vrai quand même que quand on augmente l'accès à la contraception, on diminue de façon tout à fait proportionnelle le taux d'avortement. Ça c'est une courbe, une corrélation qui le montre assez bien. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Donc, mais une corrélation, ça ne veut pas dire que ce n'est pas suffisant pour expliquer comment on peut avancer. L'autre point, c'est qu'on dit que la contraception est disponible partout. Il y a quand même un certain nombre de pays, même s'il y a une libéralisation au cours du temps, encore beaucoup de pays où l'accès à la contraception est très limité, et notamment en ce qui concerne vous voyez sur ces courbes globalement une augmentation de la libéralisation de l'avortement en bleu et une augmentation en vert très importante de la stérilisation, et entre les deux la pilule. On va y revenir, mais enfin quand même, est-ce que la contraception définitive est toujours un choix personnel ou une campagne d'État, parfois avec la contrainte? On parlait tout à l'heure d'éthique médicale et de droits de l'homme. On peut se poser la question, il ne faut pas confondre les deux, entre l'accès à la contraception et la contrainte de la contraception. Et quand on regarde à travers le monde, parmi tous les moyens de contraception qui sont disponibles, on sait qu'il y a quand même des particularités selon les continents, selon les pays, qui ne sont pas forcément liées uniquement à la loi, qui sont liées aussi aux pratiques, qui sont liées aussi au corps médical, aux professions de santé, aux sages-femmes. Donc c'est très important qu'on réfléchisse par rapport à tout ça aussi. Quand on regarde ici par rapport aux différents moyens de contraception disponibles, en Europe, la contraception orale est quand même le modèle dominant. Alors que dans un certain nombre d'autres pays, le modèle dominant peut être le dispositif intra-utérin, ou en tout cas plus que la contraception orale. Quand on regarde le mode injectable, il est très peu utilisé dans la plupart, c'est en vert clair, là, vert pâle. Il est très peu utilisé dans nos pays, il est très utilisé dans les pays en développement, et notamment en Afrique subsaharienne, avec une acceptabilité qui parfois semble meilleure que la contraception orale ou le stérilet. Et puis, il y a cette stérilisation qui est le modèle pratiquement prédominant dans un certain nombre de pays, et pas seulement en Asie, mais également en Amérique du Nord et en Amérique latine. Alors, la contraception moderne, ça marche, quand même. Il ne faut pas non plus caricaturer. Plus il y a d'accès à la contraception, moins il y a de grossesses non désirées. Ça a été très bien montré, notamment c'est des camemberts, je ne devrais pas dire camemberts venant des États-Unis, parce que ça n'importe pas, mais bon, ce sont un peu la répartition donc des grossesses non désirées en fonction de la contraception. Et pour faire court, ce que montre ce graphique, c'est tout simplement que les femmes qui utilisent bien la contraception ont peu de grossesses non désirées et que les femmes qui ne les utilisent pas très bien ont plus de grossesses non désirées, mais je pense que tout le monde dans la salle le sait très bien. L'autre point, c'est que la contraception gratuite ne suffit pas pour empêcher les grossesses non désirées. Et ça aussi, tout le monde le sait, mais c'est très important parce qu'on va demander de parler des pays, donc on va dire les pays non industrialisés. Mais quand on regarde chez nous,
en France, c'est quand même connu, le paradoxe qui est que la contraception est très répandue en France, mais les femmes qui ont besoin de contraception, qui n'en ont pas, c'est rarissime. Et pourtant, il y a un tiers de grossesses qui sont non désirées. Et ça, des démographes comme Nathalie Bajos l'ont très très bien montré. Ça a été montré également au niveau européen. Et finalement, malgré les différences un peu entre différents pays européens de l'Ouest, il n'y a pas tellement de différence. La plupart des femmes ont une contraception, mais il y a un nombre important de rapports sexuels sans prévention chez les femmes qui disposent d'une contraception, chez des couples qui disposent d'une contraception. Et pourtant, la contraception d'urgence est sous-utilisée pour des raisons qui ont été rappelées tout à l'heure par la ministre, mais qui sont aussi des raisons d'information et de connaissance, et aussi peut-être d'ambivalence, parce que derrière tout ça, il faut bien sûr considérer qu'on soit dans un pays du Nord ou du Sud, ça a déjà été dit, les problématiques sont un peu les mêmes, les gens ne sont pas différents, et l'ambivalence, bien sûr, est toujours présente. Et ce qui explique un petit peu que quand on regarde, alors ça c'est une diapo qui vous montre pour un certain nombre de pays en développement sur différents continents, le taux de fertilité, le nombre de fertilité par femme, qui diminue, qui est enfin, dans cette courbe plus haute à gauche en Afrique subsaharienne et plus faible à droite en Asie et en Amérique latine. Et pourtant, elle n'est pas tout à fait corrélée au taux de contraception elle est corrélée au taux de contraception, mais elle n'est pas très bien corrélée aux taux d'avortements illégaux qui sont ici en grisé et qui sont finalement pas très très différents à travers ces pays. Donc finalement, l'accès à la contraception, on va dire contraception comprenant la stérilisation dans ces différents pays du Sud, est corrélé à une baisse de la fécondité, mais pas à une baisse des avortements clandestins. Alors, quand on regarde la courbe, la carte du monde des femmes qui ont un besoin contraceptif non satisfait, on sera frappé par le fait que ça ressemble un petit peu aux couleurs qu'on a vues tout à l'heure sur l'accès à l'avortement. C'est vrai. Mais on voit aussi donc, que les pays, notamment en Afrique subsaharienne, où le besoin contraceptif non satisfait dépasse 30%, sont assez nombreux. Et donc la question est double. Ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'est-ce que c'est qu'un besoin contraceptif non satisfait et vers qui est-ce qu'on s'adresse. Il y a deux situations assez différentes. La première, c'est la situation des femmes mariées. Et la suivante, bien sûr, c'est la question des femmes jeunes, célibataires. Et donc les femmes mariées, ça c'est une photo d'un centre de santé à Takpamé au Togo. Et on voit, qu'est-ce qu'on voit ? On voit une causerie avec une information sur la contraception. Et quelles sont les femmes qui sont là ? C'est des femmes qui ont toutes été aux consultations prénatales et qui ont accouché là et qui viennent pour avoir des informations sur la contraception. C'est en général très bien fait. Il y a des discussions, il y a des informations et les contraceptifs sont plutôt disponibles, même si dans ce pays-là, ils ne sont pas gratuits, sauf les mois où il y a une promotion. Mais c'est quelque chose qui permet de faire passer cette information, mais c'est un public cible extrêmement important, mais ce n'est pas toute la population. Et quand on regarde à travers le monde des études récentes et extrêmement bien faites, qui sont des enquêtes dans les pays du sud du centre Guttmacher, qui montrent que les problématiques sont différentes selon le statut marital et l'âge. En gros, il y a les femmes jeunes célibataires et les femmes un peu plus mûres, mariées. Et qu'est-ce qu'on voit ici ? On voit sur la gauche, les trois couleurs sont le bleu, c'est les besoins contraceptifs non satisfaits. En gris ici, c'est les femmes qui veulent avoir un enfant ou qui sont enceintes. Pardon, excusez-moi. Les couleurs. Non, c'est les besoins. Et ça, c'est les femmes qui n'ont pas besoin de contraception, qui sont en jaune. Voilà. J'ai un petit problème avec les couleurs, là. C'est bien ça, d'accord. Donc, pour résumer, ce que je voulais montrer sur cette diapo, parce qu'il y a énormément de données, en haut, ce sont des pays d'Amérique latine, au milieu, l'Asie, et en bas, l'Afrique subsaharienne.
Et ce que montre très très bien cette enquête, alors c'est une enquête qui n'est pas bien sûr dans des situations extrêmes, c'est pas chez Boko Haram ou dans des situations de guerre, c'est dans des pays d'Afrique subsaharienne ici. On voit d'abord qu'il y a une assez grande diversité. On voit globalement que les femmes célibataires, il y en a la plupart du temps, elles ont besoin d'une contraception. Et parmi celles qui ont besoin d'une contraception, il y en a quand même beaucoup qui n'ont pas accès à la contraception. C'est pour ça qu'elles n'ont pas la contraception. Et parmi les femmes mariées, il y en a beaucoup qui n'ont pas besoin de contraception parce qu'elles sont enceintes ou qu'elles veulent l'être, et que la proportion de besoins non satisfaits est finalement quand même beaucoup plus faible. Alors, cette enquête va un peu plus loin, puisqu'elle se dit, si on regarde ces fameuses, donc ces femmes qui sont mariées et qui devraient pouvoir avoir accès aux contraceptions, il y en a quand même beaucoup, la grande majorité, qui n'ont pas de contraceptif alors qu'elles en auraient théoriquement besoin. Et on leur a demandé pourquoi. Qu'est-ce qu'on voit? C'est assez rarement parce que c'est trop cher, 3%, ou parce qu'elles n'en ont jamais entendu parler, 3%. Ça peut être parce qu'elles veulent un enfant ou parce qu'elles allaitent et qu'elles ont l'impression qu'elles ne vont pas être enceintes, 20%. Mais ça peut être aussi, et ça majoritairement, c'est à cause de la crainte des effets secondaires, c'est à cause de l'opposition à la contraception. Et parfois, quand on dit crainte des effets secondaires, ça veut dire un peu, j'ai peur de la contraception, mais sous-entendu quand même que je suis réticente par rapport à la contraception. Et on a, selon les pays, entre 10 et 30% des femmes qui disent dans ces enquêtes « je suis opposée à la contraception. On me l'a proposé, je sais que ça existe, mais j'en veux pas ». Donc, maintenant, si on parle, pour la dernière partie sur les adolescentes, on a mentionné tout à l'heure, et c'est très important, la prévention des grossesses précoces chez les adolescentes. Et l'OMS, là aussi, a fait une proposition en 5 points pour diminuer cette épidémie, finalement, parce que ça continue à augmenter. Et il y a un certain nombre de pays où les grossesses adolescentes augmentent, notamment en Amérique latine, mais également d'ailleurs en Amérique du Nord, où les grossesses adolescentes augmentent finalement plus, non désirées, augmentent plus que dans la moyenne des pays. Et donc c'est réduire les mariages forcés, les mariages précoces, réduire les rapports sexuels forcés, bien entendu, les avortements à risque, et augmenter l'utilisation de la contraception, bien évidemment. Et ce que dit l'OMS, c'est que les recommandations qui sont faites sont basées sur un certain nombre d'études de bon niveau de preuves, et puis un certain nombre de connaissances et d'analyses un peu moins structurées à travers le monde. Et malheureusement, quand on regarde le niveau de preuve, donc c'est une diapo qui parlera à certains qui ont l'habitude de lire la Cochrane Database, un peu moins à d'autres, mais enfin, il n'y a malheureusement pas beaucoup d'essais randomisés de bonne qualité pour montrer l'efficacité des mesures de prévention sur les grossesses non désirées chez les adolescentes. Et il faut bien se rendre à l'évidence que c'est assez décevant. Alors que quand on prend la Cochrane Database, en gros, il y a un certain nombre, il y a pas mal, il y a cinquantaine d'essais randomisés. En général, qu'est-ce qu'ils font? Ils comparent la promotion de la contraception, voire même le fait de donner des contraceptifs, versus simplement l'éducation à la sexualité de base dans les écoles, où ils vont même un petit peu plus loin avec des groupes de parole, avec des conseils individualisés. Il y en a d'autres qui ont comparé avec des groupes de croyants, etc. Et finalement, malheureusement, la plupart du temps, il n'y a pas tellement de différences significatives dans ces études, que ce soit sur l'incidence des infections à transmission sexuelle, sur les grossesses non désirées, sur le taux d'avortement, etc. Alors la seule chose, c'est que si on combine un certain nombre de ces mesures de focus un peu social avec la part individuelle, on peut faire un petit peu mieux et augmenter en tout cas un indicateur qui est l'utilisation de la contraception orale qui double si non seulement on donne les contraceptifs, on explique les contraceptifs globalement à la classe et on les explique individuellement aux jeunes femmes. Alors, augmenter l'utilisation de la contraception, c'est donc pas tellement basé sur des bons niveaux de preuves, c'est basé sur un certain nombre d'actions qui ont été menées. Et je n'ai pas la présomption de pouvoir vous dire quelles sont les actions qui marchent. Je peux vous dire qu'il y a un certain nombre d'interventions que clairement cette photo souligne à la fois un certain nombre de choses. Si vous regardez la photo, vous allez vous reconnaître. À la fois l'élève appliqué qui regarde bien le cahier mais qui fera peut-être le contraire. Et puis l'élève dissipé qui rigole derrière.
Et donc, on sait très bien que c'est un travail de très longue haleine, et c'est très difficile de montrer qu'est-ce qui marche exactement. Donc, modestement, pour conclure sur ce sujet, on revient un petit peu de à la case départ, qui est que, bon, clairement, au niveau médical, l'accès à la contraception et à l'avortement sécurisé sont un point indispensable de départ. Que pour ça, il faut qu'on se mobilise tous en tant que professionnels de santé, au niveau de l'information, au niveau du conseil individuel, de cibler les bons moments, et ça c'est à travers le monde. Je vous ai montré l'exemple donc des informations grossesse et postpartum en Afrique, et toutes les occasions doivent être prises. Que les campagnes d'information, on parlait des nouveaux médias, c'est évident qu'il faut sortir de la classe et aller vers les nouveaux médias, et pour toucher les adolescents, pour toucher les femmes, qu'il faut aussi toucher les parents. Et que globalement, et c'est là qu'on revient toujours au même point de départ, c'est pas seulement un problème d'accès aux moyens de contraception, c'est un sujet de société, c'est un sujet de droit sexuel, c'est un sujet de statut des femmes et donc de sexisme, et c'est un sujet de la place de la sexualité. C'est pas de dire la grossesse non désirée, ça va vous faire du mal et c'est pas bon, et la sexualité c'est dangereux, évidemment. C'est la possibilité de valoriser la sexualité, de valoriser et de pouvoir prendre le pouvoir finalement de décider de sa sexualité et de son corps. Je vous remercie de votre attention.